Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des émergents avec Bruno Vanier à mes côtés, le président fondateur de Gemway Assets. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bon, toujours un bon moment de parler des émergents, mais d'autant plus que les émergents sont des marchés, actions notamment, qui ont surperformé les marchés américains en 2025 et qui continuent sur leur lancée. Alors là, évidemment, je mets un peu tout le monde dans le même bloc émergent. Il y a sans doute des distinctions à faire, mais c'est vrai que aussi bien en Asie qu'en Amérique latine, on voit des performances importantes aujourd'hui. Et la petite remarque que vous me faisiez juste avant qu'on prenne l'antenne, mais je veux bien que vous poursuiviez sur ce thème-là, c'est que les émergents surperforment depuis le début de l'année en tout cas, sans la Chine. Sans la Chine, c'est vrai. Depuis septembre dernier, à peu près, la Chine ne fait pas grand-chose, même elle baisse un petit peu, et notamment sur les dernières semaines. En dépit de ça, on a quand même une surperformance des actions. Donc là aussi, il y a une rotation. Même dans le monde émergent, il y a eu une rotation qui s'opère. C'est vrai que la Chine a très bien performé sur les 8 premiers mois de l'année dernière, et depuis, ça se calme. La Corée, clairement, a pris le relais d'une certaine manière en Asie, d'une manière éclatante, entre guillemets, quoi. On a des performances absolument fantastiques sur les semi-conducteurs, Samsung, Hynix, qui montent de presque 150% depuis 5 mois. Depuis le début de l'année, c'est 70% de hausse sur Samsung. Il y a aussi Hyundai Motors, il ne faut pas l'oublier, ce constructeur automobile dont on n'imagine pas que ça puisse monter beaucoup, mais ça monte quand même de 92% même l'auto porte le marché depuis le début de l'année. C'est assez exceptionnel. Alors, c'est pas forcément l'auto qui fait monter le titre, c'est surtout leur participation majoritaire dans une société américaine qui s'appelle Boston Dynamics. Pardon. Bien sûr, les robots. Les robots, qui ont présenté leurs robots au show à Las Vegas en début de janvier. Et ça a impressionné tout le monde. Et bien sûr, l'actionnaire majoritaire de Boston Dynamics monte de manière verticale en ce moment. Mais ça devient trop chaud, la Corée, c'est pas possible. Ça devient très chaud. Vous avez cité 3-4 valeurs. On parlait de concentration sur le marché américain, mais je veux dire, un marché comme la Corée... En fait, il n'y a pas forcément une concentration de performance, même si les performances qu'on vient d'évoquer sont fantastiques, mais il y a plein de sociétés plus petites qui performent très très bien également en Corée. Donc il y a vraiment un effet très très puissant en ce moment en Corée. La capitale boursière de la Corée aujourd'hui est plus élevée que la France. D'accord. Donc pour des spécialistes, et vous en êtes évidemment de ces marchés, il y a une vraie profondeur de marché, il y a une vraie profondeur de marché très liquide. On n'est pas que Samsung dépendant. Non, mais rappelez-vous, Samsung n'a rien fait, par exemple, sur les 9 premiers mois de l'année 2025. Heureusement qu'il y avait Hynix pour pousser le marché. Donc non, il n'y a pas que les grands titres de semi-conducteurs, il y a aussi une multitude de titres. Il y a un programme qui s'appelle le Value Up en Corée, un peu à l'image de ce qui s'est passé au Japon, qui est vraiment implémenté de manière assez forte, qui revalorise vraiment l'ensemble de la cote. Il faut dire que, rappelez-vous, la Corée, c'était un niveau de valorisation extrêmement bas. En dehors, je ne parle même pas de Samsung ou d'Hynix à l'époque. Mais donc aujourd'hui, il y a une revalorisation du marché avec une participation des investisseurs domestiques et notamment du retail énorme. Donc vraiment, tous les Coréens sont investis en bourse en ce moment. On espère que ça ne va pas trop terminer en bulle. Ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, mais il faut bien sûr faire attention. Et la stratégie Value Up, ce qu'on a vu au Japon, c'est l'idée quand même que les autorités de place poussent les entreprises à à une meilleure allocation du cash, une meilleure gouvernance, ou en tout cas se mettre à des standards que les investisseurs internationaux attendent ou connaissent ailleurs, c'est ça. Rappelez-vous les fameux shareballs coréens, on a qui étaient plutôt là sur le chiffre d'affaires et pas du tout sur le résultat. Aujourd'hui, clairement, les autorités boursières poussent les entreprises à retourner du cash aux actionnaires de manière plus forte. Elle va bientôt interdire ou rendre obligatoire l'annulation des titres qui sont des treasury shares, par exemple. Donc tout ça permet aux bénéfices par action d'augmenter, donc une sorte de relution du marché qui est prise très très positivement par les investisseurs, et aujourd'hui surtout par les investisseurs domestiques. Il faut dire que les étrangers vendent du Samsung et du Hynix depuis 4-5 mois, pour un certain nombre de raisons, parce qu'ils se disent... Trop cher non, c'est pas trop cher. Plus on avance, moins c'est cher, parce que les bénéfices sont tellement revus à la hausse que... mais simplement, on se dit, voilà, c'est un cycle, c'est un marché cyclique, à un moment donné,
mais il faut vendre sur les hauts de cycle, il faut vendre quand les bénéfices sont au plus haut. Quoi. Là, on parle de puces et de mémoire. C'est vraiment ce segment-là très spécifique. C'est pas les GPU. Donc, il y a quelque chose de plus cyclique quand même dans cette partie de l'industrie. Intrinsèquement, oui, mais sauf que le marché nous donne tort, en tout cas aux vendeurs, parce que vendre du Hynix il y a quelques mois, c'est oublier la hausse de 80%. Pour des acheteurs finaux, le prix des puces, ça peut prendre 50% en quelques semaines. Quelques semaines, parce que clairement il y a un problème d'offre et demande. On parle de la mémoire vive, c'est ça. Bien sûr, on parle de la mémoire vive, mais on ne parle pas forcément de la mémoire HBM, on en a une fois parlé ici, qui est une mémoire très sophistiquée utilisée dans les serveurs d'intelligence artificielle, mais ces serveurs-là ont besoin aussi de mémoire plus classique. Et là, on a un squeeze d'offre-demande, tout simplement. Les prix ont multiplié par 8 depuis mai dernier. Donc les bénéfices de ces entreprises explosent. On prévoit même, certains analystes prévoient 100 milliards de dollars de profit net pour Hynix cette année. Ça fait beaucoup d'argent, ouais. Bon, je ne pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur la com, mais évidemment, si, le marché est passionnant. Et puis, c'est là que ça se passe, puisque vous le disiez, effectivement, ce qui est assez presque paradoxal dans la surperformance des émergents, c'est que l'éléphant dans la pièce, quand on parle des émergents, c'est toujours la Chine. Et comme vous dites, depuis 5-6 mois, c'est un marché qui fait plus grand-chose. Voilà. Pourquoi le marché chinois s'est arrêté comme ça? Alors, pourquoi il a calé depuis quelques mois là? D'une part, parce que c'est vrai que on a assisté surtout à une revalorisation des multiples, quelque part, et pas forcément un début d'accélération de croissance bénéficiaire. On le voit un petit peu dans certains secteurs, certains titres, mais c'est pas évident quand même, globalement. Et donc, la bourse s'interroge. Elle a été revalorisée sur les 9 premiers mois de 2025. Maintenant, elle attend un retour, quelque part, sous forme d'une accélération des bénéfices. C'est pas tout à fait le cas. Il faut dire que le contexte économique local reste assez difficile. La consommation ne repart pas. L'immobilier est toujours un sujet. Prime Festival, là, ça nous donne pas une indication Non, mais ils ont consommé comme à leurs vacances de printemps, mais ni plus ni moins. Voilà, les chiffres sont pas mal, mais ils sont pas meilleurs que prévu. Or, le marché a besoin de quelque chose, a besoin d'être étonné à la hausse, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça qu'on assiste à une consolidation. Moi, je trouve qu'on est revenu à des niveaux de valorisation qui paraissent intéressants, y compris sur les grands titres comme Tencent, Alibaba, qui ont un peu perdu au cours des dernières semaines. Je pense qu'il faut revenir doucement sur la Chine. Il nous manque un petit catalyseur, mais ça pourrait être les annonces faites par le gouvernement au mois de mars. Vous savez qu'il y a des grandes réunions à ce moment-là. On verra ce que ça donne. Et ça pourrait être le catalyseur du marché. Donc on est assez positif sur la Chine sans être excessivement positif aujourd'hui. Je comprends. Bon, il y a les rendez-vous économiques purement chinois du mois de mars. Et fin mars, il y a une rencontre Xi Jinping de Voilà, alors, toujours un moment fin mars, début avril, on ne sait pas trop. On espère que ça. Mais c'est confirmé. Pour l'instant, c'est confirmé. Touchant du bois. Mais effectivement, bien sûr c'est le cas, ça reste une bonne nouvelle parce que cette relation sino-américaine, il ne faut pas qu'elle se détériore, sinon les investisseurs américains ne veulent plus entendre parler de la Chine. Si le marché chinois est un peu moins flamboyant, est-ce que c'est bon pour le marché indien Oui, un petit peu. On le voit pas encore beaucoup. Non, on a eu un petit retour là depuis 3 semaines à peu près, suite à 3 annonces qui ont été assez intéressantes. La première, c'est l'accord commercial avec l'Europe, qui est plutôt très positif pour l'économie indienne. Deuxième accord, l'accord, je ne sais pas si c'est vraiment un accord, mais en tout cas, on s'est mis plus ou moins d'accord avec les États-Unis, là aussi sur les droits de douane, donc réduction des droits de douane, en espérant que ça ne change pas demain ou après-demain avec monsieur. Et ils profitent plutôt de la nouvelle donne. Ça fait partie de ces pays qui, avec le 15% global en remplacement des tarifs réciproques, c'est plutôt positif, mieux traité qu'aujourd'hui Et on a aussi le budget. Il faut dire que tous les ans, au mois de février, le ministre des Finances, les autorités indiennes annoncent le budget. Même le marché est ouvert un dimanche à l'occasion. Et là, on était plutôt satisfait. On n'a pas eu des annonces délirantes, je dois dire, mais on était plutôt satisfait avec des dépenses assez sérieuses au niveau de l'infrastructure. Donc des choses qui nous paraissent quand même assez bien pour le long terme. La croissance indienne devrait accélérer un petit peu, même si on n'est pas sur une forte accélération, mais on reste sur des chiffres assez élevés quand même en absolu. On a une croissance des prêts qui repart aussi. Donc on a un contexte domestique qui paraît assez favorable. Le marché a bien dirété quelque part. Quand même moins cher. C'est toujours un marché cher, le marché indien. On a sous-performé sur le marché indien depuis 16 mois, quasiment, depuis septembre 2024.
Eh ben, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des opportunités intéressantes dans la consommation, aussi dans l'industrie. On a un titre qui fait des câbles et dont la demande sur ces produits est assez élevée. Donc, on trouve ça intéressant. Hindustan Unilever aussi, on trouve ça intéressant aujourd'hui. Donc, on est plutôt revenu sur ce marché. On est plutôt surpondéré aujourd'hui. Il faut qu'ils gèrent la dimension service informatique dans leur marché, qui est un peu pris dans le Armageddon, là où ça se focalise. Dieu merci. Dieu merci. Non, mais on n'en a pas eu en portefeuille. Non, mais c'est une composante importante ça a bien baissé. L'économie indienne en général. Infosys perd 20 et quelques pourcents depuis le début de l'année. Je dois dire que là, on est prudent. On ne peut pas revenir là-dessus. Bien évidemment, les valorisations paraissent intéressantes aujourd'hui après la baisse, mais s'il y a un sujet de business model sur ces sociétés, quand même, il faut être prudent. Donc, on n'y touche pas pour le moment. On laisse un peu les choses se décanter. Bon, il y a la partie action et puis il y a la partie dette et crédit aussi avec des fonds, un fonds dédié notamment chez GMO Asset. Est-ce que là aussi, l'enthousiasme qu'on retrouve sur ces marchés émergents côté action, est-ce que vous l'observez aussi côté dette? On a aussi des potentiels de baisse de taux. On a un peu méga potentiel de baisse de taux au Brésil quand même. Il ne se presse pas. C'est un peu frictionnel entre le gouvernement et la Banque centrale du Brésil. Voilà, la Banque centrale est très indépendante, c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets. Alors, bien sûr, il y a des élections au mois d'octobre, novembre, et donc forcément, la Banque centrale ne veut pas trop baisser empiéter ses taux. Sur oui, j'entends. Mais clairement, l'inflation est quand même à un niveau relativement bas. Les taux sont le Selic 15%, l'inflation est autour de 4,5. On a 10 points, on a trop de points réels, bien évidemment. Donc les taux vont baisser. Il y a des choses à y faire sur ce marché, tant au niveau des obliques que des actions. Merci beaucoup Bruno. Merci d'être venu évoquer ces marchés émergents toujours passionnants avec un bon focus sur la Corée du Sud, effectivement, qui est déjà un marché très leader depuis le début de l'année. Oui, à la frontière du marché développé. C'est quoi la question du change qui fait que la Corée reste dans des indices? Ça va rester émergent en tout cas parce que je trouve ça resterait dans votre univers. Comme Taïwan du reste. Mais c'est vrai que ça fait partie. Mais c'est vrai que la Grèce, qui est un marché émergent, devrait passer marché développé, à mon avis, cette année. C'est quasiment fait. Intéressant. Il faudra qu'on fasse un sujet. On n'a plus le temps. On fera un sujet. Les émergents qui changent de statut et de catégorie, effectivement, et qui délaissent donc l'univers émergent qui est votre spécialité. Merci beaucoup, Bruno. Bruno Panier, président de GMO Assets, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Merci.